Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Elsa Dacosta. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Elsa, vous êtes directrice générale de Ashoka France. Absolument. Vous allez nous dire ce que c'est un réseau d'entrepreneurs sociaux, qu'on va rentrer plus en détail dans quelques instants. Mais le principe de l'émission, c'est qu'on a envie de vous connaître un petit peu mieux, Elsa. Ce qui fait que, qu'est-ce qui vous a construit? Quels ont été vos moteurs dans la vie pour faire qu'aujourd'hui vous êtes directrice générale de Ashoka France? Ah ben ça s'est pas fait du jour au lendemain, vous imaginez bien, après 25 ans de vie professionnelle. Donc j'ai la chance d'avoir vécu trois vies déjà, je dirais. Une première vie qui était une vie dans l'entreprise, où j'étais cadre dirigeante marketing sur toutes les problématiques digitales. Donc ça m'a construit aussi pour comprendre ce qu'était le monde de l'entreprise, mais toujours avec une forme de regret de trouver que les entreprises dans lesquelles j'étais n'étaient pas suffisamment engagées. En tout cas, c'était pas encore perceptible comme ça, mais je sentais une forme de dissonance cognitive, vous voyez. D'accord. Donc l'engagement, c'est quelque chose qui était très tôt chez vous. Savoir pourquoi on fait les choses, quelle est l'utilité, même quand on vend des sacs très chers, puisque j'ai travaillé chez Saint Laurent Couture, quel était l'objectif de tout ça en fait, la finalité, ce que j'appelle l'intentionnalité, donc ce qui est le gut feeling, on dit en anglais, vous savez, les intuitions, le truc super fort. Et donc, ne trouvant pas encore la réponse à cette question, je me suis dit, bon, le seul moyen d'expérimenter ça à titre personnel, c'est de devenir entrepreneur. Et donc, j'ai commencé à monter une première entreprise en 2012, un site d'avis consommateur sur la puériculture, les livres et les jouets, qui m'a permis d'être repérée par une émission de télé qui s'appelle Maternelle France 5. Très connue. Voilà, exactement. Très bonne émission, très avant-gardiste sur les sujets de société, quels qu'ils soient, et pas uniquement la parentalité. Et puis, en fait, j'ai touché du doigt le rêve de jeune fille que j'avais, qui était de devenir journaliste quand je suis rentrée comme chroniqueuse au Maternelle sur France 5. Et puis, il y a eu un moment de bascule assez fort au moment des attentats de Charlie Hebdo, en fait, en 2015, où je me dis, finalement, cet engagement que je peux avoir tous les jours sur cette émission de télé n'est pas suffisamment fort. Et je vais épouser complètement le journalisme pour essayer de comprendre pourquoi quelque chose a chimiquement merdé, comme on dit, dans le pacte républicain, pour qu'on ait des gamins français qui débarquent dans une rédaction et qui tuent des journalistes, en fait. Il y avait quelque chose que je comprenais pas. Donc, j'ai vendu mon entreprise et j'ai décidé de faire une formation de journaliste, parce qu'en France, on aime les étiquettes. Vous avez repris vos études? Exactement, à 40 ans. Et donc, je suis diplômée de l'ESJ. Et ça m'a permis d'expérimenter pleinement le métier de journaliste, avec tout ce que ça comportait aussi, parfois, d'incohérence, c'est-à-dire que je pensais qu'avec mon parcours, j'allais être accueillie par toutes les rédactions de France et de Navarre. Autant vous dire que ça a été... La concurrence est rude. Déjà, et puis on comprenait pas qui j'étais. J'étais un mouton à 5 pattes, j'avais été entrepreneur, je savais m'exprimer, j'avais fait de la télé, et en même temps, j'avais jamais vraiment fait mes classes dans le journalisme. Oui, peut-être plus comme spécialiste du domaine dans lequel vous aviez évolué. Exactement. En tout cas, pas une place dans les codes. Non, j'avais pas du tout les codes. Donc là, comme d'habitude, dans ces moments-là, je monte une autre entreprise. C'est toujours par défaut que je monte des boîtes. Donc je monte une société de production audiovisuelle et j'ai la chance de signer 3 séries documentaires pour France Télévisions à ce moment-là. D'accord. Et alors, donc vous êtes passé en gros du numérique au journalisme. Ouais. Et après du journalisme à l'associatif. À l'associatif, puisque vous êtes dirigeante d'une ONG. Absolument. Comment est-ce qu'on fait c'est quand même des pas qui sont importants. Je pense que je suis une femme des ondes. Pour quelle raison? Parce que en fait, arrivée comme documentariste et productrice pour France Télévisions, j'ai eu la chance d'accompagner 310 enfants de 10 pays d'Europe à écrire la première déclaration européenne des droits de la planète et du vivant. Et j'ai senti que cet engagement-là, c'était celui auquel je voulais participer, mais pas simplement en le produisant et en le filmant, mais aussi en étant partie prenante et en le catalysant, si vous voulez. Et je me suis dit, quel endroit aujourd'hui il existe dans l'espace, je dirais économique pour moi, c'est peut-être une ONG qui va pouvoir catalyser aussi mes compétences, et on va se retrouver à cet endroit-là pour l'impact. Et là, c'est vrai que les compétences journalistiques sont aussi reconnues. Bien sûr. Elles sont reconnues, puis surtout, elles sont demandées. Bien sûr. Parce qu'il faut s'exprimer, il faut essayer de trouver des partenaires, etc. Et puis, il faut surtout savoir raconter des histoires. Complètement. Et ça, notre métier, c'est de bien le faire, vous le savez bien. Absolument, vous avez parfaitement raison. Sur votre compte LinkedIn, on va en parler à la fin de l'émission, vous écrivez « Impatient de contribuer à la bonne marche du monde ». Finalement, vous avez trouvé votre voie? Pas encore, je crois. Pas encore. Je suis pas à mon point d'arrivée. Je crois que je m'en approche, mais je n'y suis pas encore. Je suis à un poste d'observation qui est vraiment imprenable pour voir la transformation de la société, parce qu'Ashoka permet d'accompagner cette transformation des modèles.
Mais je pense qu'on peut mieux faire encore, comme on dit dans les bulletins de classe, vous savez, peut mieux faire. Oui, mais alors où est-ce que vous mettez le curseur finalement? Bah, je pense qu'il y a des engagements. C'est jamais terminé. Ah non, déjà c'est jamais terminé, mais surtout il y a un sujet de fédération de la société civile pour qu'elle puisse avoir une voix encore plus forte et qu'elle contribue réellement en fait à faire bénéficier de son expérience terrain, notamment les politiques qui font le cadre de la vie en société. Complètement. Ashoka donc accompagne plus de 80 entrepreneurs sociaux, hein, c'est ça? En France. En France. 4000 dans le monde. Oui. De quelle manière, c'est quoi d'ailleurs un entrepreneur social? Alors, souvent, c'est perçu comme étant un oxymore, ce qui est assez drôle parce qu'on se dit un entrepreneur peut pas être social puisqu'on ne voit que l'entrepreneuriat au prisme de la lucrativité et du capitalisme. Un entrepreneur social, c'est un homme ou une femme qui va décider d'attaquer frontalement un problème de société et de le résoudre. Donc, les inégalités sociales, les différences dans l'éducation, la problématique environnementale, voilà, tout un tas de sujets comme ça qui sont au cœur de nos sociétés et qui va réussir à le contourner pour pouvoir régler le problème. Et l'entrepreneuriat social progresse considérablement en France et en Europe. Alors, il progresse considérablement parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui connaissent extrêmement bien les problématiques terrain et qui, en plus, ont un sens dans leur activité, donc suscitent un épanouissement. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que nous, on a la chance chez Ashoka d'accompagner de véritables innovateurs de politique publique parce que l'entrepreneuriat social, on peut aussi le voir uniquement d'un point de vue curatif. Oui. Si vous voulez, ça va résoudre le problème à l'instant T, l'urgence, on n'y panique. Un exemple? Voilà. Tu vas faire un exemple. Le service civique en France, par exemple. Vous voyez, le service civique, ça a été importé par Marie Trélucan avec une association qui s'appelle Unicité et qui a inspiré la politique de service civique en France. Je pourrais vous parler de Laetitia Vasseur, de Halte à l'obsolescence programmée, qui est à l'origine de l'indice de durabilité et de réparabilité des produits d'électroménager. Et ça, c'est des vrais changements de société, des vrais changements d'état d'esprit, en fait, dans la société. Est-ce que ces entreprises ont trouvé des modèles économiques viables, finalement, et participent, je crois, à hauteur de 10% dans du PIB. Ça, c'est l'ensemble du secteur de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, dans laquelle vous retrouvez les entrepreneurs sociaux. Mais un entrepreneur social, il peut avoir plusieurs formes juridiques à son organisation. Ça peut être une association. Donc là, les modèles économiques, vous les connaissez, c'est souvent la philanthropie, l'adhésion, etc. Et vous avez des entreprises, agrément ESUS, mais vous avez des coopératives, vous avez des organismes mutualistes, vous avez des entreprises accompagnées aussi. Donc c'est assez bigarré, cette famille de l'entrepreneuriat, enfin de l'économie sociale et solidaire. Et autre particularité, un ancrage territorial assez fort aussi, hein. Oui, alors, et oui, bien sûr, parce qu'en fait, les problématiques sont endémiques au territoire, donc elles suscitent aussi un regard qui doit être un regard d'expert sur son propre territoire, et elles permettent aussi la réconciliation qu'on appelle souvent de nos voeux entre le secteur du politique, le secteur de l'associatif et le secteur de la société civile. On fait un petit pas de côté, parce qu'on parle aussi du monde associatif, forcément, à l'heure du budget ou oui. restrictions budgétaires. Que vous a inspiré la polémique sur l'utilité des associations aujourd'hui? En fait, je trouve qu'il y a, le problématique, elle est des deux côtés. C'est-à-dire que je pense que le champ du politique n'a pas conscience de l'apport du tissu associatif et le voit uniquement comme étant bénéficiaire de l'État sans percevoir que le rapport, c'est exactement. Alors, la réalité, c'est que le modèle, c'est celui-là, sauf que la plupart des associations ont des délégations de services publics, donc c'est presque un peu normal d'avoir quelque part un mandataire pour ces prestations-là. Là où je trouve qu'il y a aussi un effet de balancier à imaginer, c'est que les associations ne sont pas assez équipées pour prouver l'impact de leur propre projet, de leur propre programme. On parle assez peu de coûts évités ou de gains produits sur l'ensemble de la facture sociale et je trouve qu'on a, nous, un examen de conscience à faire pour donner ces chiffres-là et permettre aux politiques de gagner en connaissance et en compétence de l'apport immense des associations, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a aussi la problématique de l'attraction des talents, puisque dans la société, les emplois souvent les plus précieux socialement sont les moins bien rémunérés. Oui, vous voyez, les professeurs, les infirmières, les policiers, les soignants, enfin voilà, on pourrait voir tous ces champs-là, que j'appelle moi la première ligne de l'intérêt général, qui sont extrêmement mal valorisés, et c'est tout l'objet aussi du livre que j'ai écrit, qui s'appelle « À nos cœurs vaillants, manifeste pour une culture d'engagement ». Absolument. Et qui passe aussi par la volonté de mieux valoriser ces métiers-là, aussi bien financièrement que dans les récits, d'où l'importance d'avoir été aussi journaliste pour raconter ces histoires de ces chevilles ouvrières de l'intérêt général. Et puis, il y a un effort aussi à faire pour les prochains leaders économiques. Quand vous voyez les frais de scolarité des écoles de commerce, c'est sûr que quand vous avez contracté un prêt pendant 3 ans, il y a aussi des bourses, des aménagements pour voilà. Bien sûr, sauf que la réalité, c'est que comme votre salaire moyen d'embauche pour les très grandes écoles de commerce, c'est autour de 50 € en sortie d'école, bien sûr, vous avez difficilement un junior dans le secteur de l'économie sociale et solidaire qui va être embauché à 50 000 €. Donc, il y a un sujet de voir comment on peut faire en sorte que ces leaders économiques puissent faire aussi leur classe au sein de l'intérêt général dès leur sortie d'école.
On va passer aux questions des partenaires à présent. Ok. La question de VL, le média d'information de référence des jeunes, c'est juste après le jingle. La question de VL, Elsa D'Acosta, celle que vous avez choisie. Face à la fin de l'abondance, quelle est votre vision du leadership pour les années à venir? Alors, je parle du principe qu'un leadership durable doit être un leadership qui se pense dans son éphémérité. Autrement dit, quand on prend un poste de leader, il faut tout de suite penser à sa transmission parce que ce qui va compter dans les années à venir, c'est l'impact et la durée, vraiment, et qu'on ne soit pas tributaire en fait de changements de personnalité régulièrement. Donc, il faut automatiquement envisager qui va prendre sa place pour être au service de la société. Oui, donc pas s'inscrire j'allais dire, dans un bureau isolé en se disant que... Pas penser qu'à soi. Voilà. C'est surtout ça. Penser intérêt général first et surtout se dire qu'on a une contribution dans la société, quel que soit l'endroit où on se situe. On voit le rôle des entreprises qui est majeur aujourd'hui. Quel est votre type de leadership? Comment vous vous définiriez, vous, en tant que... J'essaye d'appliquer ce que je vous ai dit. Donc, ça fait maintenant près de 2 ans que je réfléchis à qui va prendre ma place chez Ashoka et que j'essaie de faire monter en compétence des gens dans mon équipe qui ne sont pas au courant. Grâce à vous, ils vont l'être. Voilà, ils vont savoir comment j'envisage. Potentiellement, ils peuvent prendre la suite. Exactement. Question de Solon à présent. Solon, qui est l'agence qui accompagne les dirigeants dans leur stratégie de visibilité sur LinkedIn. Et c'est juste après le jingle. La question de Solon, vous êtes sur LinkedIn, hein, je vous ai cité tout à l'heure. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui la crédibilité d'un décideur sur les réseaux sociaux, selon vous? Je pense de pas en faire 80% de son travail quotidien, d'avoir toujours quelque chose de pertinent à dire, surtout de l'objectiver et d'essayer de trouver son ton et sa patte et d'être authentique. Mais encore une fois, le travail réel ne doit pas être que la promotion de sa propre personne, mais plutôt de réfléchir les raisons pour lesquelles on a décidé de s'inscrire dans ce schéma-là de communication. Dans une ère qui est envahie par la communication permanente, je trouve que c'est important de savoir aussi s'en extraire et d'y être à bon escient. D'accord. Question d'hémicycle à présent, c'est vous qui allez poser les questions, mais vous êtes habitué, vous êtes une ancienne journaliste. C'est juste après le jingle, la question de l'hémicycle. La question de l'hémicycle. Alors, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez 1 à 2 minutes, vous êtes face au Premier ministre et au ministre, et vous pouvez les interpeller de la manière que vous voulez. Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, c'est à vous. À quand une formation de l'ensemble des ministres, des députés et des sénateurs à la compréhension de ce que c'est l'innovation sociale pour mieux percevoir l'intérêt et le rôle clé des associations dans notre pays? Je suis disponible si vous voulez et j'ai une armada de personnes qui seraient ravies de vous expliquer à quel point ils contribuent au bienfait de notre société. Voilà, au moins le message est clair. J'espère. Voilà, vous n'avez rien perdu des qualités journalistiques. En tout cas, merci beaucoup Elsa D'Acosta d'être venue dans notre émission. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.